Bonjour, je m'appelle Ombelina Carion, j'ai 41 ans, j'habite à Nantes. Je suis conseillère départementale du canton de Nantes 2 depuis juin 2021 et également vice-présidente personnes aux situations de handicap et autonomie pour le département de Loire-Atlantique. Alors, j'ai découvert l'écologie vers 16 ans avec les écrits de Pierre Rabhi et la déconnexion d'une maison du réseau EDF. Et derrière, j'ai orienté mes études d'ingénieur dans le domaine de l'écologie et j'ai travaillé pendant 15 ans à développer des projets éoliens en Poitou-Charentes. Et donc, quand on travaille dans l'éolien, on ne s'engage pas avec un parti parce qu'il faut travailler avec tout le monde. Et ensuite, j'ai changé de voie pour devenir professeur des écoles, ce qui m'a permis de m'engager en tant que bénévole et société civile dans la campagne des municipales de Julie Lahernos, en position non éligible. Et ça a été une super ambiance, une dynamique pendant 18 mois et derrière, c'était pas possible de s'arrêter. Et j'ai pris ma carte chez ELV en mars 2020 entre les deux tours des municipales pour continuer l'engagement. Et j'ai rejoint ensuite la commission enfance, éducation, formation, une commission nationale en août de cette année-là parce que les sujets qui me portent sont les sujets d'éducation, d'enfance et c'est des sujets qui se traitent au niveau national plutôt que local. Et dans cette commission, je me suis assez rapidement retrouvée en tant que co-responsable. Et voilà, ça va faire 2 ans et c'est vraiment une expérience très enrichissante. Pour les élections municipales, j'étais stagiaire éducation nationale, donc il n'était pas possible de s'engager et de porter un mandat. Par contre, à cette époque-là, on m'avait dit « Ouais, mais attends, il y a les départementales et les régionales qui arrivent juste derrière, on aura besoin de monde. » Et du coup, ça correspondait beaucoup plus à mon timing. En plus, en tant qu'enseignante, le report des élections au mois de juin était vraiment très utile. J'aurais jamais pu me présenter au mois de mars, ça peut paraître bête, mais on n'abandonne pas sa classe en plein milieu d'année. Et entre départementales et régionales, moi j'ai grandi entre Saint-Nazaire, Pornic, là j'habite à Nantes, j'ai beaucoup travaillé en milieu rural et le département était un échelon qui me semblait tout à fait adapté à mon profil et c'est pour ça que j'ai postulé sur le canton de Nantes 2 où on avait besoin d'une jeune femme. Lors de cette campagne, j'étais en binôme avec David Martineau du PS et notre premier point commun a été le pédibus de l'école Sully, en fait, qui est un dispositif innovant pour permettre aux enfants d'aller à pied à l'école, que lui a mis en place et a accompagné pendant des années. Et moi, je l'avais étudié pour voir si on ne pouvait pas le mettre en place sur l'école des Agenais. Donc c'était un très bon départ. On a fait une campagne à minima, surtout portée par l'affichage et par des rencontres d'acteurs du quartier, de terrain, parce qu'en plein Covid, c'était compliqué d'aller à la rencontre des gens. On était une toute petite équipe, puisque le gros des forces était sur les régionales. Et en tant qu'enseignante, en plus enseignante sur mon canton, il m'était impossible de quitter ma classe pour pouvoir aller sur le terrain. Les parents n'auraient pas compris que leurs enfants ne puissent pas aller à l'école pour que je puisse faire campagne. Donc moi, ma campagne, ça a aussi été d'être la meilleure possible et d'être irréprochable dans ma classe jusqu'à la toute fin de la campagne. C'était quelque chose de très important. En tant que jeune enseignante, moi j'ai candidaté pour être simple conseillère départementale. J'y allais pour voir, pour découvrir, pour aider les collègues. Et il s'est trouvé que la délégation, la vice-présidence au handicap était disponible. Et voilà, en tant qu'enseignante débutante, ça donnait un vrai sens à ma reconversion. Par contre, ça a été un vrai choc. Il a fallu du jour au lendemain découvrir une délégation immense. Je me suis mise immédiatement en disponibilité parce que c'était pas compatible d'être à la fois enseignante sur le terrain et de découvrir tout le monde du handicap. Donc les 6 premiers mois, ça a été une immersion. Je me suis un peu noyée dans les sigles, dans le nombre de personnes à rencontrer. J'ai écouté beaucoup.
Et à partir de 6 mois, à partir de janvier, j'ai commencé à être un peu à l'aise, à donner des directions, des orientations. Concrètement, j'ai pas encore fait grand-chose parce que là, c'est une politique qui est assez performante dans les 44. Voilà, j'ai hérité de services qui fonctionnent bien. Par contre, l'objectif maintenant, ça va être de verdir cette politique en fait. Donc tout ce qu'on fait, ma boussole, c'est tout ce qui a été fait au niveau de l'éducation, dans les écoles, dans les collèges. C'est pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose dans les établissements du handicap? Pourquoi est-ce qu'on ne mangerait pas une nourriture bio et locale quand on est en internat 365 jours par an? Se préoccuper du bâti, se préoccuper des conditions de travail des professionnels, des conditions du transport adapté pour les élèves en situation de handicap. Et tout ça, surtout avec des personnes très fragiles, ça ne se change pas du jour au lendemain et donc ça va prendre du temps. Et ce qui est intéressant dans la politique du handicap, c'est qu'on fonctionne avec des schémas quinquennaux, c'est-à-dire que depuis janvier et jusqu'en mars 2022, on est en train de préparer le futur schéma quinquennal du handicap. Et donc c'est là où je vais pouvoir donner des orientations. Et derrière, on a 5 ans pour y travailler et le mettre en œuvre. Et voilà, rendez-vous en mars 2023 pour découvrir la manière dont j'espère pouvoir orienter cette politique vers plus d'inclusion, plus d'autonomie, plus de participation aussi des personnes en situation de handicap et voir comment on peut verdir, sachant qu'on n'est pas en gestion directe comme dans les collèges ou les lycées, mais ce sont des établissements qu'on finance. Donc voir comment on se positionne en tant que financeur. Fin août, ça a été toute une semaine à Grenoble. La dernière partie de la semaine donc, était les JDE avec l'organisation des ateliers plutôt par les commissions ou des interventions en tant qu'élu. Mais très intéressant, en début de semaine, il y a eu les 3 journées de formation pour les élus et collaborateurs d'élus organisées par le C10. Et donc moi je me suis concentrée sur les formations, donc tout ce qui va être boîte à outils de l'élu, savoir comment travailler entre élus, travailler avec les services, travailler avec les associations. Et aussi tous les ateliers de terrain qui étaient autour de l'urbanisme et de la co-construction, parce que dans le handicap et dans l'accessibilité, il y a de grandes notions autour de l'urbanisme. On a besoin aussi de penser des logements accessibles, de prévoir les salles communes si on veut faire de l'habitat inclusif. Et donc voilà, en tant que VP handicap, je me suis pointée au milieu de tous les élus à l'urbanisme. J'étais très contente de moi et pour pouvoir poser mes sujets et qu'on en prenne compte ou qu'on en tienne compte. Alors, l'intérêt de tous ces ateliers de terrain, c'est de découvrir Grenoble in situ avec les élus, avec les services. Et c'était vraiment très agréable. Déjà, on voit que toutes les pistes vélo sont accessibles. C'est assez impressionnant. Il y a une sorte d'autoroute urbaine. On peut quasiment traverser sans regarder. Les voitures, en nous voyant, ralentissent pour nous laisser passer sans feu. J'ai pu visiter un quartier éco-conçu avec les bâtiments, avec les discussions avec les futurs habitants, comment faire vivre les friches en attendant que ça soit construit pour que l'espace ne soit pas abîmé, mais qu'il soit au contraire porté par les gens qui sont autour et en faire un lieu de vie, les écoles et toutes les techniques et tout ce que j'ai vu. C'est reproductible, notamment, moi j'espère, alors je ne sais pas si on fera des ateliers, des échanges, mais je dois faire reconstruire 3 établissements du secteur médico-social dans les 8 ans. J'espère qu'on pourra appliquer ce qui a été fait à Grenoble, où on voit que quand on a une volonté politique, quand on met les budgets au bon endroit, ça ne donne pas les mêmes écoles, ça ne donne pas la même construction de la ville, ça ne donne pas les mêmes matériaux. Et c'est vraiment le chemin qu'il faut suivre et on peut voir à Grenoble qu'on y vit bien, que les aires de jeu conçues par les enfants sont devenues des endroits vivants et Alors c'est pas du jusqu'au boutisme, c'est ce que disent bien les élus, c'est que quand on travaille dans la co-construction et la participation, des fois on n'a pas forcément à la fin le projet qu'on voulait, mais c'est aussi ça,
un travail démocratique et citoyen, c'est aussi d'accepter que les habitants ne soient pas tout à fait prêts à aller au bout de ce qu'on souhaite, et c'est de les accompagner, et petit à petit on voit la ville qui se transforme. Ce qui est intéressant en découvrant Grenoble, c'est qu'à Grenoble, depuis 2014, on a une municipalité EELV, c'est-à-dire qu'on n'a pas des élus écologistes au sein d'une majorité socialiste, on a des élus écologistes à la manœuvre. Et c'est là où on voit la différence quand le maire il s'appelle Éric Piolle ou Johanna Roland. Les budgets les priorités ne sont pas les mêmes, et ça se voit dans les bâtiments et dans la vitesse à laquelle ça progresse. Et c'est fondamental de voir que voilà, une ville socialiste avec des écolos ou une ville écologiste avec d'autres sensibilités de gauche, ça ne donne pas le même résultat. Et Grenoble est une ville qui se transforme et qui donne envie d'y vivre.